Associées à la France depuis plus de 2 siècles, l'Alsace et la Lorraine affirment aujourd'hui leur attachement à l'unité française. La paix, faite au prix d'une cession de territoire, ne serait qu'une trêve ruineuse. La France ne peut pas nous abandonner comme un vil troupeau. L'Europe moderne ne peut rester sourde aux protestations des populations menacées. Au moment de quitter cette enceinte où notre dignité ne nous permet plus de siéger, nous, Alsaciens et Lorrains, serons prêts à recommencer la guerre aujourd'hui, demain, à toute heure et à tout instant. « 43 ans après l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine à l'Empire allemand, la guerre embrase à nouveau l'Europe. Dès le 6 août 1914, les Bavarois envahissent et dévastent l'est de la Lorraine, mais ils reculent devant la grande offensive déclenchée le 14 août par les armées françaises. Sarrebourg est occupé puis abandonné après une violente contre-attaque allemande. En Alsace, les soldats français entrent à Mulhouse, qu'ils sont forcés d'évacuer 48 heures plus tard. Au cours de leur retraite, les troupes françaises raflent en Lorraine et en Alsace plusieurs centaines de civils innocents. 900 Alsaciens et Lorrains vont être ainsi isolés du monde et séparés de leurs familles pendant 4 ans. Parmi ces otages se trouve François Laurent, un Lorrain de 44 ans qui, après la guerre, a fait le récit de sa déportation et de sa captivité. En marge des atrocités de la Grande Guerre, son manuscrit est un témoignage personnel sur ses 4 années d'internement et permet de parler de façon inédite des rapports des Français avec les provinces perdues. Comment des femmes et des hommes ont-ils pu devenir les otages de ceux-là même qui prétendaient les libérer ? À travers le récit de François Laurent, ce film raconte 4 longues années d'errance et d'incertitude. Quand la guerre éclata, il y avait 8 ans que j'étais greffier au tribunal cantonal de Lorquin. Presque tous les fonctionnaires étaient lorrains ou alsaciens et seul le juge, Stephens, était allemand. Les premières troupes françaises arrivèrent le 16 août 1914 au matin. La première chose qu'elles firent fut de mettre l'horloge de l'église à l'heure française. Elles l'avancèrent d'1 heure. Le 20 août, vers 10 heures du matin, je me trouvais dans le jardin du juge qui était mon voisin. Nous parlions de la situation, en croquant quelques mirabelles, quand nous aperçûmes un commandant de la gendarmerie française accompagné de 2 gendarmes, qui nous déclara « Messieurs, j'ai l'ordre de vous emmener comme otages. » Si à ce moment, une bombe avait éclaté près de nous, je n'aurais pas été plus surpris, ni plus ému. Ma fille m'accompagna jusque dans la rue. Ma femme n'en eut pas le courage. Maman et moi, nous étions à la fenêtre, on regardait le passage des troupes. Je ne sais pas où papa était. Alors le commandant de gendarmerie, « Monsieur Laurent, s'il vous plaît », puis d'un air sec. Alors, maman dit, je ne sais pas où il est, mon mari est sorti. Allez me le chercher immédiatement. Ah, le chercher, maman me dit, cours monte voir la grande rue, va voir un petit peu jusque chez Beau, à l'hôtel de la Croix-Blanche, si tu vois papa, si on avait papa ou quoi. Moi, je vois, personne n'avait papa, je courais comme une folle. Je reviens, je vois papa qui sort avec le juge, M. Stephens, et puis les voilà partis. Tous les deux encadrés avec les gendarmes. Alors moi je pleurais comme une malheureuse et il y a un des 2 gendarmes qui me dit « Pleure pas, ma petite, tu le reverras ton papa. Et dans 8 jours on revient. » Oui, ça a duré 44 mois. Je vivais moi chez mon grand-père qui a été médecin à Lorquin pendant 50 ans d'ailleurs. Si bien que nous avons ensemble vécu cette période assez surprenante où on a vu arriver les troupes françaises d'abord, qui ont passé beaucoup, circulé beaucoup dans le village,
pendant une semaine à peu près, et puis il y a eu le repli français, bombardement allemand. Nous avons passé plusieurs jours à la cave. C'était très amusant pour nous, mes deux frères et moi, de vivre dans une cave pendant plusieurs jours. Et puis, à un certain moment, les bombardements ont cessé et on s'est aperçu que c'était de nouveau les Allemands qui étaient de retour, les Prussiens, comme on disait à l'époque. Il faisait très chaud. Entourés de 2 gendarmes, nous marchions, le juge et moi, à côté des troupes françaises qui se retiraient. J'avais mis mes moletières, mon panama et une pèlerine. En outre, j'avais ma boîte en carton et une canne. De temps en temps, le juge et moi échangions quelques mots en français, à la demande des gendarmes. Du côté de Sarrebourg, on entendait tonner le canon. On fit une halte dans une prairie et nous restâmes là jusqu'à 6 heures du soir. On essaya bien de s'allonger et de dormir, mais en vain. Il nous aurait pourtant été facile de nous enfuir et de nous cacher, mais nous n'y songeâmes même pas. Comme nous avions très soif, chaque fois que nous rencontrions une fontaine, nous buvions. Il fallait marcher sur les banquettes de la route, cette dernière étant occupée par les troupes qui ne manquaient pas de nous traiter d'espions, de lâches, de charognards, et qui ne demandaient qu'à nous exécuter sans savoir pourquoi. À un moment donné, je vis plusieurs fusils braqués sur nous. J'ai cru que ma dernière heure était venue. En toute hâte, je fis une petite prière, recommandant mon âme et ma famille à Dieu. Heureusement, ce fut une fausse alerte. J'étais tellement résigné à mourir que je n'en ai éprouvé aucune crainte. Mais je me rappelle encore cet instant terrible. Après plusieurs détours, les gendarmes cherchèrent un abri. Ils en trouvèrent un chez une agricultrice, Madame Schwartz, dont le mari avait été mobilisé dans l'armée allemande. Elle mit une chambre à notre disposition. Le problème de l'Alsace-Lorraine, c'est que l'Alsace-Lorraine donc, est terre d'empire. Donc, elle a été annexée évidemment grâce au traité de Francfort de mai 1871. Et elle est une zone au fond suspecte, en quelque sorte à la fois importante, convoitée par les Français, mais suspecte pour les deux camps. Parce qu'en Alsace-Lorraine, la population se sépare finalement entre Alsaciens-Lorrains proprement dit, dont les sentiments vis-à-vis de la France et vis-à-vis du Reich peuvent être différents, mais la génération qui avait été française est loin d'être complètement effacée. Ce sont des gens âgés, mais ils sont toujours là. Et puis, il y a des populations d'origine allemande qui se sont installées, et donc on a ici un mixage de populations très important. On ne sait pas au fond, quel est leur degré de fidélité au Reich, du point de vue des Allemands, à la France, du point de vue des Français. Tandis que François Laurent est emmené de Lorraine vers la frontière française proche, plus au sud, en Haute-Alsace, les troupes françaises agissent de la même manière. À Salles, Thann, Mulhouse, d'autres otages sont raflés et ignorent tout de ce qui les attend. À la déclaration de guerre, en août 1914, les troupes françaises ont occupé Thann et ont rassemblé tous les jeunes de 17 à 45 ans qui auront dû être incorporés dans l'armée du Kaiser, et surtout les fonctionnaires. Alors, mon père a été arrêté parce qu'il était fonctionnaire du corps enseignant allemand. Ils ont été embarqués dans le train et emmenés en captivité comme internés civils. Hein? Là, c'est mon père en captivité. Il avait une moustache. Ça, c'est un ami curé qui a été aussi, puisque, comme dit, les prêtres sont des fonctionnaires en Alsace-Lorraine. Fritz était né en 91 et mon père est né en 93. L'un avait à l'époque en 14 23 ans, l'autre avait 21 ans. Donc ils étaient mobilisables déjà par l'armée allemande. Mais ils étaient mobilisés sur place et ils étaient donc tous les deux en blouse blanche, en train, l'un étudiant en médecine, de soigner, donner les premiers soins d'urgence aux blessés, et l'autre de s'occuper des pansements, des soins, n'est-ce pas, et de la pharmacie.
Quand les troupes françaises sont arrivées, elles les ont naturellement, immédiatement, fait prisonniers. Mais prisonniers à titre civil, puisqu'ils n'étaient pas encore en uniforme. Et ils les ont ensuite emmenés vers l'intérieur. À Arboué, la population était en grande surexcitation. Beaucoup de personnes avaient déjà quitté l'endroit par peur des Uhlans allemands et des Bavarois, qui avaient acquis une très mauvaise réputation par leur violence, leur cruauté et des incendies qu'ils allumaient partout où ils passaient. Tout autour, les villages étaient en partie détruits par le feu, et le long de la route, il y avait des tombes fraîches, à peine recouvertes de terre. Lorsque Germaine Laurent confie le manuscrit de son père à Camille Maire, celui-ci découvre dans les écrits et les photos une mine de renseignements qui l'incite à refaire le parcours des otages. Dès qu'ils arrivent en France, on les accueille par des insultes, parfois des coups, des jets de pierre, etc. Parce que on a dit à la population que ces gens-là étaient d'abord des Allemands, évidemment, et puis des espions. Et puis ensuite, on leur dit que c'était des gens qui pillaient les cadavres sur le champ de bataille. Il faut comprendre les Français de ces régions, parce que les Bavarois qu'on a vus passer à Lorquin le 6 et le 7 août ont détruit, pillé, assassiné, incendié. On a vu des cartes postales de Arboué, par exemple, où l'école, la mairie, enfin, la majeure partie du village est détruite. Alors les gens, bon... sans les excuser, on peut les comprendre. Ils ont des Allemands devant eux, ils voudraient se venger, etc. Et alors là, François Laurent rend hommage aux gendarmes qui, quand même, les ont protégés. Parce que si les gendarmes n'avaient pas été là, on les aurait peut-être lynchés. Une chose dont on peut être sûr, c'est que le sort des populations civiles n'a pas du tout été réfléchi avant la guerre, de même que beaucoup de choses d'ailleurs n'ont pas été réfléchies avant la guerre. On est en présence donc d'une construction très empirique, hein, et la logique de guerre totale, qui par définition vise aussi les civils. Les civils sont toujours une cible essentielle dans un système de guerre totale. Cette logique, elle ne s'est enclenchée au fond que progressivement et de manière assez pragmatique, en essayant d'éviter tout débordement précisément de l'univers du combat sur l'univers civil qui devait rester dans toute la mesure du possible en dehors du combat. À Baccarat, on nous fit tous monter dans un autobus. Le conducteur expliquait à la population que nous étions des espions allemands. Le populo se mit alors à nous maudire et nous insulter. D'otages, nous étions descendus au rang de pillards et de charognards. Vers 10 heures, nous sommes arrivés à Épinal. La population s'assembla autour de nous. Nous fûmes à nouveau molestés et insultés. On nous emmena à la maison de correction. Le gardien-chef nous reçut par ces mots. « Si j'avais mon mot à dire, je vous jetterais tous à l'eau, votre air en peste. » C'est ainsi que se passèrent 2 longues journées, les 24 et 25 août 1914. Finalement, on nous conduisit à l'instruction devant un capitaine qui se contenta de prendre nos noms et qualités et de nous demander pourquoi nous avions été arrêtés. Le jeudi 27 août, vers 1h du matin, on nous fit monter dans un wagon à bestiaux. Nous étions 52 otages. La plupart des autres wagons étaient occupés par des soldats blessés revenant du front. Dès que nous sommes entrés dans le wagon, la porte s'est refermée, il n'y avait plus de sentinelles avec nous. Notre wagon était une véritable prison roulante. Il n'y avait presque pas d'air et nous avons roulé dans cette atmosphère étouffante toute la matinée. À midi, nous sommes arrivés à Moulins. Notre train est resté immobilisé jusqu'à 8 heures du soir. Nous avons donc passé la journée exposés à la plus grande chaleur.
Le soleil tapait dur sur le toit en bois de notre wagon. La chaleur était terrible et étouffante. Enfin, vers 8 heures du soir, nous sommes repartis. Personne ne pouvait dormir. À la pointe du jour, des gendarmes sont arrivés et ont enfin ouvert notre prison. Nous étions à Clermont-Ferrand. Le but des otages, c'est de les conserver. La logique de la prise d'otages, c'est que ces otages, au contraire, soient conservés pour pouvoir servir de monnaie d'échange. Et donc, on n'est pas du tout dans une logique de massacre, de torture, etc. On est dans une logique de conservation d'un gage pour une monnaie d'échange éventuelle avec l'ennemi qui, lui aussi, donc, prend des otages et pratique la même chose. Il y avait des gens qui nous avaient attendus pendant toute la nuit, car malgré l'heure matinale, il devait être 5 heures du matin, il y avait un grand rassemblement devant la gare. Naturellement, les insultes du populo ne nous furent pas épargnées. Mais le commandant de gendarmerie, qui conduisait le convoi, déclara à la meute hurlante qu'elle devrait avoir honte de sa conduite, et que si elle possédait vraiment du patriotisme, elle ferait mieux d'aller à la frontière et de combattre l'ennemi. On nous conduisit à la prison militaire. Au milieu d'une grande cour, un capitaine était assis à une table et remplissait des feuilles matricules pour chacun de nous. Il me demanda si j'étais marié et pourquoi j'avais été arrêté. Quand je lui dis que j'étais marié à une Lorraine, je remarquai que le commandant inscrivit sur ma feuille de matricule « non suspect ». Il y a des Alsaciens qui sont beaucoup plus virulents envers les Français, envers les militaires, mais aussi le gouvernement, les gens qui peut-être ont ordonné qu'on les arrête, parce qu'ils se sentent allemands. Et si François Laurent n'est pas critique, lui, c'est justement parce qu'il se sent français. Et enfin, il le dit. Il dit toujours, quand on lui dit « vous êtes francophile », il dit « non, je suis français ». Nous étions très fatigués. C'était le 31 août, et pour la première fois depuis notre départ, on nous a donné à manger dans des gamelles propres. On passait son temps comme on pouvait. On nous autorisa à écrire à nos familles. Il était interdit de nous donner des journaux, de sorte que l'on ne savait pas ce qui se passait sur le front. Au début septembre, le 1er septembre exactement, on change complètement et on décide d'interner. Vraiment d'interner dans des camps, alors là l'expression arrive officiellement, d'interner dans des camps de regroupement, de concentration, comme on concentre des troupes, c'est là le sens originel et c'est pourquoi on utilise l'expression camp de concentration dans les documents officiels et dans les circulaires. On va interner donc tous ceux qui sont de nationalité ennemie, allemands, donc autrichiens, et puis neutre en attendant de faire le tri, les camps de triage, etc. C'est pas prémédité, c'est quand la guerre s'installe, qu'on pressent qu'elle va devenir une guerre longue, qu'on va vraiment faire une politique de camps de concentration. Le 1er septembre, après une marche de 10 à 12 kilomètres, nous sommes arrivés vers 8 heures du matin dans un camp composé de baraquements en planches. C'était la Fontaine du Berger, près du Puy-de-Dôme. Ce camp était rempli d'hommes, femmes et enfants allemands et alsaciens lorrains arrêtés comme suspects. On nous conduisit à l'abreuvoir du camp. Pour la première fois depuis notre arrestation, nous pouvions nous laver. Nous nous sommes mis complètement nus et mutuellement, Stephens et moi, nous nous brossâmes le dos. Il faisait froid dans les baraquements, d'autant plus que nous couchions sur un peu de paille jetée à même la terre, et que le camp était à 1008 mètres d'altitude. La popote était préparée par les femmes internées. Nous sortions de la baraque, on s'alignait, et on recevait d'abord un bon morceau de pain, puis des légumes. Il n'y avait pas de viande. Plusieurs instituteurs avaient obtenu la permission de faire l'ascension du Puy-de-Dôme accompagnés par des soldats. Naturellement, ils se dirent enchantés de cette excursion.
La surveillance devint plus sévère lorsqu'un jeune homme de 16 ans s'évada du camp. Il fut toutefois repris et poursuivi pour délit de fuite. Ce fut la première fois que je compris que la fuite était punissable. Le 4 septembre, il pleuvait. Journée très longue et ennuyeuse. On était obligé de rester accroupi sur la paille à l'intérieur du baraquement. Dans la soirée sont arrivés une vingtaine de fourgons militaires. On apprit que le camp était dissous et que nous devions être conduits à Issoire. En retenant comme otages des fonctionnaires du Reich, les Français espèrent sans doute déstabiliser l'administration allemande. Mais alors pourquoi interner des femmes, des enfants et des vieillards? Et les militaires qui les gardent, sans doute plus préoccupés par leur propre sort, ne savent rien sur les raisons de cette captivité. À l'incertitude du lendemain s'ajoute l'absence d'informations sur le déroulement de la guerre. Il est interdit aux internés d'acheter des journaux et la correspondance est soumise à la censure. Les otages ont été arrachés à leur foyer depuis 3 semaines et ils sont toujours dans l'ignorance la plus complète lorsqu'ils arrivent à Issoire le 5 septembre 1914. Ce front de 700 km, groupant de chaque côté plus de 2 millions d'hommes, et l'incapacité d'aucune des deux forces à percer les défenses adverses, jamais on avait vu une situation stratégique pareille. C'est une guerre de siège, mais un siège de 2 murailles qui s'affrontent sur 700 km de long, avec 2 millions au moins de défenseurs de chaque côté derrière. La guerre de 14 était dans une très large mesure radicalement nouvelle. Le commandement, mais aussi les populations civiles, les soldats, tout le monde a eu le plus grand mal à s'y adapter. Arrivé à Issoire, une foule très excitée et énervée nous attendait à la gare. Il y avait plusieurs milliers de personnes qui ont commencé à nous insulter, nous huer. On nous appelait boches, pillards, assassins, traîtres, cochons. Le populo nous jetait des pierres, on criait « zigouillez-les, à mort !» Nous avons bien marché une demi-heure accompagnés ainsi de la foule avant d'arriver devant une caserne. Et nous n'avons été tranquilles que lorsque ces portes se sont refermées sur nous. On nous conduisit dans un hall à canon qui était complètement vide. Dans un coin du hall, le directeur du camp nous autorisa à installer des cordonniers et des tailleurs afin de pouvoir faire les réparations nécessaires. Et il y en avait à faire des réparations. Il ne faut pas oublier que nous couchions habillés sur la paille. Moi-même, j'ai été 100 jours et 100 nuits sans me déshabiller. Tous nous étions déprimés et dans un état de santé précaire. Malgré cela, beaucoup conservaient leur bonne humeur et remontaient celle des autres. Mon grand-père, Joseph Valence, était donc dans un camp où il y avait des canons dans le temps. Alors, c'était donc du béton par terre et il a couché là-dessus. Et l'hiver qui est venu, ça devait être terrible par le froid qu'il faisait. Il a cherché des joncs, pas des joncs, c'est pas du foin. Il a fait des nattes pour par terre et se couvrir un petit peu. Donc c'était pas amusant. Il n'avait pas le droit de sortir non plus, que simplement c'était des prisonniers. Ils étaient dans des conditions assez déplorables, ce qui fait que mon père, lui, est tombé malade, a attrapé donc une pleurésie dont il s'est finalement remis, mais dont il a gardé les séquelles par la suite, pendant toute la vie. Il a presque tous les ans souffert d'une bronchite en hiver, n'est-ce pas? Assez régulièrement, oui, il a eu des problèmes de ce côté-là. Ich weiß, dass also in Gefangenschaft gekommen ist. Wie, weiß ich nicht. Dass in einem großen Saal untergekommen war oder in einem großen Raum, wo sehr viele Gefangene waren, die mit Strohsäcken, auf Strohsäcken schlafen mussten, dass es viele Krankheiten dort gegeben hat, also Durchfall. Er hat gesagt, sie hatten alle Durchfall, alle hatten Durchfall.
Und es sei also ganz furchtbar gewesen und er sei geflohen. On nous faisait travailler 2 heures le matin et 2 heures l'après-midi. Il fallait faire un chemin que nous avons baptisé par la suite chemin des Boches. Il s'agissait d'enlever de la terre et de la mettre de côté. On nous a donc donné des pioches, des pelles et des brouettes. C'était dur pour ceux qui n'avaient pas l'habitude des travaux manuels. J'ai trouvé ce travail dégradant pour des personnes prises comme otages. On nous forçait à ces travaux. Les semaines passaient, on avait froid, on avait du mal à dormir. Il fallait être constamment en mouvement pour se réchauffer. Combien de mes camarades erraient ainsi la nuit dans le hall? À force de coucher sur la paille, sans pouvoir me déshabiller, mes effets étaient dans un triste état. Les coudes du veston, les genoux du pantalon et le fond étaient troués. Les cheveux et la barbe poussaient drus. On avait l'air de vrais vagabonds. Tous nous étions déprimés. Fin septembre, je commençais à prendre des notes journalières sur ce qui se passait dans le hall. En décembre, une commission nous interrogea. Tous les Alsaciens et Lorrains d'origine française pourraient prendre un logement en ville s'ils avaient les moyens d'y séjourner à leurs frais. Toutefois, nous restions sous surveillance militaire et 2 fois par semaine, nous devions retourner au camp pour l'appel. Ceux qui reconnaissaient avoir des sentiments francophiles recevaient une carte tricolore. Pour ma part, en tant que fonctionnaire du Reich, on me remit une carte blanche. Mon père avait même une sœur qui était infirmière dans l'armée française, hein, qui est venue le voir et pour lui suggérer de prendre la carte tricolore. Hein. Mais ils ont été avec tous ses collègues, ils se sont dit on attend le sort de la fin de cette guerre. Hein. Or, puisque comme Alsaciens, nous sommes toujours les vainqueurs. Le statut de François Laurent semble changer. D'otage, il devient officiellement réfugié. Il peut loger en ville, mais reste tout de même suspect, puisque fonctionnaire du Reich. Il quitte donc le hall à canon pour s'installer à Issoire avec 6 camarades. Cette vie de semi-liberté dure 4 mois. Ils logent à l'hôtel, mangent au restaurant où un patron compréhensif leur réserve une salle. Ils peuvent y parler alsacien sans heurter le sentiment national des autres clients. La population s'habitue peu à peu à leur présence. À force de croiser des hommes mobilisés, François Laurent et ses camarades sympathisent certains soirs avec ces soldats en partance pour le front. La solidarité de l'arrière vis-à-vis des gens de l'avant, comme on dit, est renforcée par le fait que la Première Guerre mondiale, c'est une guerre entre arrière et avant. Il y a très peu de confusion, comme dans les guerres précédentes ou ultérieures, entre ceux qui combattent et ceux qui ne combattent pas. En raison de la fixité des fronts, la guerre gèle en quelque sorte la situation stratégique, et donc il y a de manière très marquée ceux qui combattent et qui ont le sentiment de protéger ceux qui sont à l'arrière, et ceux qui sont à l'arrière et qui ont le sentiment que ceux qui combattent pour eux.